Bonjour à tous, bienvenue à Monaco. Alors Exit Tax, le retour, on va parler de l'industrie beaucoup dans cette vidéo, le déclin et de ce pourquoi ça ne peut pas marcher, de ce qu'il faudrait faire pour que ça marche. L'impôt sur la nationalité qui a été voté, je ne dis pas que ça m'a étonné. Ce qui m'a étonné par ailleurs, c'est que le Rassemblement national vote un amendement de la France insoumise qui vise à imposer des Français sur la nationalité au-delà donc de 250 000 euros. J'avais fait une vidéo à Los Angeles il y a 3 semaines en disant prochaine étape, ce sera l'impôt sur la nationalité. LFI l'avait évoqué il y a quelques années sous une forme, si vous avez passé de plus de 3 années sur ces 10 dernières années en France, vous serez redevable sur vos revenus mondiaux, tels qu'aux États-Unis, imposé sur votre nationalité, même si vous êtes résident à Dubaï par exemple, ou à Monaco ou ailleurs, et ce à partir de 2026. Par ailleurs, il y a de fortes chances naturellement pour que l'amendement ne soit pas validé par l'Assemblée nationale et peut-être même qu'il soit retapé par le Conseil constitutionnel ou le gouvernement, mais je constate qu'il y a un déclin réellement en France qu'il n'y a nulle part ailleurs. Il n'y a pas un seul pays d'Europe aujourd'hui qui soit géré d'une façon aussi, on peut dire, catastrophique, aussi caricaturale que la France. La France devient littéralement la risée du monde. Je voyais même un amendement de LFI pour imposer les sociétés à l'impôt sur les sociétés à plus de 45% si elles dépassent le milliard. De l'autre côté, vous vous retrouvez avec une Union européenne, parce que l'issue va être celle-ci, qui va s'imposer en grand sauveur des sociétés, sous le masque évidemment de la nécessité de la réindustrialisation de l'Europe, et qui va vous dire on va faire un 28e État, ce qui est d'ailleurs dans les tiroirs de l'Union européenne. Tous les gens comme moi qui ont passé du temps à Bruxelles ces derniers temps et qui ont échangé avec lobbyistes et députés européens, si je puis dire, savent que l'idée du 28e État de l'Union européenne, qui permettra aux multinationales donc d'être directement fiscalisées et réglementées partiellement par l'Europe, n'est pas une mythologie urbaine, et qu'elle sera mise en place, et que ce projet sera mis en place dans un avenir relativement proche. L'industrie, c'est un problème qui est dramatique parce qu'un bloc sans industrie, évidemment, un bloc économique sans industrie, c'est un bloc qui est mort. Quand je vois ce qui s'est passé sur Nexperia cette semaine, donc société néerlandaise, enfin il y a une semaine, qui a été anéantie, littéralement étouffée, il y a un côté, comme je dis régulièrement, un peu, c'est de l'autophagie en quelque sorte. Vous savez, c'est le principe de l'organe ou de la configuration qui se nourrit d'elle-même et qui finit par se dissoudre, comme un organe se dissout, un asoma qui se dissout avec son propre acide en quelque sorte. Et là, c'est la réglementation, la politique européenne qui dissout l'industrie européenne, et qui dit donc pour le cas de Nexperia, qui était quand même essentiel, je ne sais pas combien d'emplois exactement, mais peut-être 10 000 emplois en Europe, Nexperia, et qui est essentiel pour toute l'industrie automobile, pour des groupes comme Stellantis, comme Volkswagen, qui fournit des puces qui sont essentielles pour les voitures électriques notamment, et pour toute l'industrie européenne. Et les Pays-Bas se servent d'une vieille loi de 1952 pour écarter le dirigeant de la société, qui est détenu en partie par une société chinoise, sur demande, on va dire quasiment directement. Et je ne critique pas les décisions américaines lorsqu'elles traitent des États-Unis. Les Américains ont tout à fait raison de défendre leurs intérêts, de défendre les intérêts américains. Nous aurions tout à fait raison de défendre les nôtres. D'abord français, ensuite européens, politiques, industriels, personnels, quels qu'ils soient, idéologiques, civilisationnels. Et donc ils se servent d'une loi de 1952 pour prendre le contrôle de la société Nexperia, écarter son dirigeant chinois, le renvoyer dans ses contrées à Canton. Et dans l'intervalle, les Chinois, forcément en mesure de représailles, ils disent bon, ben, dans ce cas-là, nous ne fournirons plus ce qui est nécessaire à Nexperia pour pouvoir travailler et fournir les puces qu'elle fournit, que la société fournit. Et donc l'usine et la société est paralysée. Et il y a des conséquences multiples que vous pouvez imaginer sur toute l'industrie européenne, notamment l'industrie automobile, qui ne va plus pouvoir se fournir auprès de Nexperia. Donc ça veut dire que l'Europe, une fois de plus, tire une balle dans son pied industriel, si tant est qu'elle ait un pied politique de l'autre. Mais ce qui me dérange plus, c'est que les politiques européens savent faire du business aujourd'hui, ils savent faire du business, mais j'ai presque envie de dire, pour eux, sont des businessmen, sont des self-made men, mais ne sont pas des businessmen au sens où ils vont savoir prendre des décisions politiques pour le business en Europe, pour les sociétés, pour les entreprises européennes. Si on ne change pas de cap aujourd'hui, l'Europe sombrera demain.
pas après-demain, demain. Elle est déjà en train de sombrer, mais on est déjà, comme je le disais précédemment, la risée du monde, et ce qui va se passer, c'est que la seule nécessité sera en effet que l'Union européenne s'impose justement. Ça se fera probablement sous le masque d'un rapport qui sera signé par Mario Draghi, l'avait évoqué d'ailleurs dans son dernier rapport, sur la nécessité de retour à la compétitivité avec des critères très stricts, critères économiques, sociaux et de gouvernance, qui feront que, en dessous d'une certaine taille ou en dessous de certains concepts très normés, très écologiques, auxquels on commence à être malheureusement usagé, habitué, vous ne pourrez pas faire partie du 28e État européen et vous ne pourrez pas être entrepreneur en Europe. La seule solution pour être entrepreneur en Europe sera d'être telle ou telle multinationale, telle ou telle grande compagnie, et que tous les systèmes d'imposition classiques, et au-delà de l'imposition, même de fiscalisation, d'enregistrement de sociétés, d'organisation de sociétés à échelle nationale, ne seront plus praticables. Ce que je vois au niveau de l'exit tax, c'est une aberration phénoménale également, poussée donc par la France insoumise. Et comme je le disais, ce qui me désole de plus en plus, c'est de voir ce Rassemblement national qui se fait le bras fort d'une France insoumise qui est à tendance communiste, ce qui est normal, ce qui est dans la... Là encore, ça ne me dérange pas que la France insoumise soit communiste, à la rigueur qu'elle soit immigrationniste. Ce n'est pas forcément son rôle. Georges Marchais, qui était communiste, n'était pas immigrationniste. Les insoumis pourraient être souverainistes, en tout cas aimer la nation française et avoir un amour de la nation, de l'identité. Quand je vois Manon Aubry faire la promotion des changements de sexe pris en charge par la sécurité sociale, je veux dire, là, je vois pas ce qu'il y a de gauche dans le fait d'être de gauche à dire il faut que les gens puissent changer de sexe, se faire opérer, c'est abominable, qui plus est, c'est pas progressiste, hein. C'est un déclin, au contraire. Mais donc ça n'a rien à voir avec la gauche ou la droite, ça. Par contre, qu'il soit communiste, à proprement parler, ça ne me choque pas spécifiquement. Que le Rassemblement national le soit, oui, ça me dérange. Parce que Jean-Philippe Tanguy, en l'occurrence, c'est pas une attaque abdominale, il est probablement très sympathique, j'ai eu l'occasion de le croiser, échanger, certainement qu'il est animé de bonnes intentions sur certains points, mais que Jean-Philippe Tanguy vote et incite à voter un amendement qui va obliger les Français à s'acquitter d'une exit tax, les Français qui auront monté des business, pas comme lui, j'ai envie de dire, pas des Français qui sont des politiques, députés ou députés européens plus tard, ou en tout cas salariés par l'État et par les regroupements d'États, mais des Français qui sont parfois partis de rien et qui vont ne plus pouvoir, si l'occasion se présente, poursuivre leur activité en dehors de l'espace économique européen, à Dubaï, puisque c'est très à la mode aujourd'hui, ou aux États-Unis justement, ou même en Asie, à Singapour, ça, je le dis très clairement, je trouve ça lamentable. Parce que très précisément, quelle est la modification avec le retour de l'exit tax? L'exit tax, c'est quoi? Ça signifie que vous avez des critères qui sont assez précis et insidieux qu'il faut bien comprendre. C'est que seront soumis à l'exit tax, donc toujours, entre guillemets, on affiche le riche à abattre avec la débilité néo-socialiste à laquelle adhère le Rassemblement national, qui est au-delà d'1,3 million de patrimoine professionnel, ainsi que les détenteurs de plus de 50% de parts sociales de leur société. Ça veut dire que l'entrepreneur, qui n'est pas le multimilliardaire qui est porté comme l'étendard à abattre par toute la catégorie d'économistes auto-congratulés, c'est un néologisme, y compris le nouveau, ce qu'on appelle en tout cas, qui n'est pas un prix Nobel, mais prix Nobel de l'économie, Philippe Aghion. Et au-delà de ça, là, il ne s'agit pas de multimilliardaires, il s'agit parfois d'entrepreneurs comme vous et moi, pour certains qui m'écoutent, qui ont monté une société, mettons une SARL, une SAS, avec 1 000 euros, 10 000, 20 000, peut-être même 1 euro, puisque c'est possible, ou 10 euros de capital social au départ. Hasard de l'entreprise plus que du politique, ça a marché. Et ils ont fait du cash. Et ils ont gagné de l'argent, parfaitement légalement, parce qu'ils ont trouvé un concept, parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont passé des nuits blanches, parce que ça se passe comme ça pour gagner de l'argent. Ça ne se passe pas en signant des décrets à l'Assemblée nationale et en allant le 3/4 du temps sommeiller dans les appartements de fonction de l'Assemblée nationale. Ces gens-là qui ont gagné de l'argent, qui ont démarré avec 1 000 euros parfois de capital social, et qui se retrouvent avec 500 000 euros ou 400 000 et qui sont en dessous du 1,3 million de cash flow sur leur société, mais qui détiennent plus de 50% des parts de leur société, ne pourront plus partir sans s'acquitter immédiatement de l'exit tax en dehors de l'Union européenne, donc même pas en Suisse, et encore moins au Moyen-Orient,
aux Émirats Arabes Unis. Puisque ce qui se passait jusqu'à présent, c'était que si vous quittiez, si vous faisiez une exit, mais vers un pays qui avait signé une convention fiscale bilatérale de non-imposition avec la France, c'est-à-dire tous les pays du monde, hein, Dubaï l'a signé, Monaco l'a signé, tous les pays l'ont signé. Les seuls pays qui ne l'ont pas signé sont peut-être, il doit y avoir l'Érythrée, il y a quelques pays d'Afrique, mais quelques vers voilà, des îles aussi vraiment très spécifiques, mais qui sont blacklistées, qui ne sont pas dans la vie des affaires, où vous ne pouvez pas domicilier de société parce que vous ne serez pas en mesure de recevoir des paiements, de faire des factures, de travailler avec des sociétés internationales. Donc tous les pays vers lesquels vous seriez parti, ce qui est stipulé dans les amendements, c'est ces pays qui vont permettre d'avoir moins de 40% d'imposition qu'en France. Tous ces pays-là avaient signé des conventions bilatérales. Eh bien, vous serez obligé de vous acquitter d'une exit tax au moment où vous allez partir dans ces pays. Les seuls pays vers lesquels vous pourrez avoir le sursis de l'exit tax seront les pays qui feront partie du système économique européen, c'est-à-dire, même pas la Suisse, mais les pays de l'eurozone, de l'Union européenne, la Belgique, le Luxembourg. Alors, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont partir s'installer probablement et qui sont en train justement d'y songer au Luxembourg, bien qu'il y ait des avantages à la fois fiscaux et configurationnels beaucoup moins intéressants que ceux qu'on peut rencontrer au Moyen-Orient ou aux États-Unis. On va expliquer aussi pourquoi. Mais en tout cas, la règle est claire, c'est que vous avez une défaveur totalement assumée pour les entrepreneurs. Et au contraire, une faveur pour les multinationales, contrairement à ce que prétend le Rassemblement national et même LFI, parce que ce sont des gens qui ne sont pas anti-riches, ce sont des gens qui sont anti-business. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que vous puissiez gagner votre vie, c'est que vous puissiez monter des affaires, monter des deals, faire des affaires, faire évoluer la société. Ce n'est pas le fait d'être très riche, à la rigueur, ça ici accommode, on peut leur donner, on peut leur financer une organisation, un observatoire comme l'Observatory Tax de Gabriel Zucman, et leur dire qu'ils vont payer une partie d'impôts aux États-Unis, une partie en France, et qu'ils vont vivre très grassement, et là ils resteront entre guillemets anti-riches, mais à partir du moment où ils arrivent à faire leur petit business, ils s'accommoderont très bien à ça. Mais ce qui est en train par ailleurs de se produire, c'est que vous avez des gens qui sont en train de mettre en place un système qui va empêcher donc des entrepreneurs qui vont avoir 500 000 € de cash flow et qui n'auront pas la possibilité, eux, de s'acquitter de l'avance de l'exit tax, puisque l'avance qui devait être faite pour 2 ans, le délai va être reculé à 15 années. C'est-à-dire que dans l'absolu, si vous êtes une multinationale, vous pourrez vous acquitter de l'avance de votre exit. Pour 15 années, vous les récupérerez dans 15 ans. Mais si vous êtes un entrepreneur qui avait 500 000 €, vous aurez peut-être du mal à vous acquitter et en même temps à continuer à entreprendre à l'étranger de votre exit tax au moment où vous allez quitter la France. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le Rassemblement national, la France insoumise, qui sont des partis littéralement communistes, sont des partis qui, en plus de cela, ont uniquement la face la plus obscure du communisme, si tant est qu'il y ait une face positive, c'est-à-dire une forme de communaux-démagogie qui consiste à mettre en commun toutes les possibilités de générer de la richesse par ceux qui ont des idées et des capacités de travail, en les ponctionnant, en violant par tous les décrets possibles, existants et imaginables, ou ceux qui peuvent être rédigés, la propriété privée encore plus de jour en jour, et que c'est un danger phénoménal à partir du moment où vous êtes le pays qui est à l'avant-garde de ce déclin. Et la France est de loin le pays qui est à l'avant-garde de ce déclin socialo-démago-communiste. Voilà ce qui est en train de se passer en France. Après, vous avez un système qui est évidemment un système de surimposition, surtaxation, là on n'a rien inventé, mais qui est de plus en plus alambiqué et qui fait naturellement que le résultat, au-delà même du fait qu'il y ait, je crois qu'il y a 4,5 millions de personnes qui sont au RSA en France. Si vous comptez les personnes qui sont au chômage en France, si vous comptez les fonctionnaires, j'ai rien contre les fonctionnaires, j'ai rien même contre les personnes qui sont au RSA ou au chômage à proprement parler, ou contre les retraités. Mais si vous additionnez tous ces flux d'argent financés par des entrepreneurs, par des salariés parfois du privé, par des fonctionnaires utiles, pour certains, par tous ceux qui sont dans les hôpitaux et qui font fonctionner la santé, mais pas l'administratif des hôpitaux, les infirmières par exemple, les médecins qui sont aussi des employés du service public. Si vous additionnez de l'autre côté par rapport aux gens que je viens de citer, tous ceux qui sont à la charge de l'État,
et qui paralyse l'État, vous vous apercevez déjà que le système ne peut pas fonctionner d'un point de vue humain. Du point de vue configurationnel, si vous faites le tri, globalement, dans l'évocation de tous les impôts, taxes qui ont été créés, parce que contrairement à ce qu'on prétend bien souvent, sur Emmanuel Macron qui a fait baisser l'impôt sur les sociétés à 25%, vous apercevez que les prélèvements des sociétés, y compris des sociétés à taille, on va dire, assez médiane, hein, vous prenez une PME qui a augmenté, une PME qui a 1 million de chiffre d'affaires en France, paye plus d'impôts et taxes de prélèvements obligatoires aujourd'hui qu'en 2015. À peu près 15 à 20%, toutes études confondues, de plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une augmentation de la CSG, CRDS, parce qu'il y a des taxes multiples et variées, des configurations qui ont été modifiées, qui font qu'il y a beaucoup plus de prélèvements pour ces sociétés, malgré une baisse du taux d'impôt sur les sociétés. Donc, taux d'impôt qu'il aurait mieux valu ne pas baisser, mais de l'autre côté, ne pas augmenter certaines taxes, évidemment, et complexifier certaines configurations, pour engraisser naturellement des situations qui sont des configurations, des systèmes, des architectures qui sont parfaitement improductives, comme les régions qui sont devenues politiques. Ce qu'on appelle les régions n'ont plus rien à voir avec les territoires. Moi, si j'étais au pouvoir demain, je mettrais en place un grand ministère des territoires, très effectif, qui rendrait tout son pouvoir aux employés des communes, premièrement, aux maires de chaque commune, et aux quelques principaux conseillers et présidents de région, sans qu'il y ait nécessité, pour des vocations parfaitement imprécises, de faire des transferts d'impôts de production vers les caisses de ce qu'on appelle les régions, mais qui sont devenues finalement, comme je le dis, parfaitement décorrélées des territoires, et qui empochent, il faut le dire très clairement, une part très importante des flux d'argent qui passent d'une société à une autre au moment où une facture est émise, au moment où un produit est fabriqué en France, donc au moment où il y a une réelle création de valeur effective en France. Mais évidemment, le problème de tout ceci vient de ce que la meute médiatique, entre guillemets, telle qu'elle est établie dans des dictatures socialistes, fait que les mots sont très éloignés de la réalité, et que lorsqu'on prétend défendre les régions, on ne défend pas les régions ni les territoires, mais on défend en réalité une architecture qu'on a appelée la région, comme outil politique et comme levier politique, et qui va encaisser les impôts de production pour essentiellement ce que mon ami Marc Toiti appelle des frais de bouche, mais qui sont des frais de fonctionnement. Donc si vous voulez vraiment relancer le pays, premièrement, vous mettez fin à ça, vous abaissez lourdement, massivement les impôts de production, et vous comprendrez naturellement, j'avais évoqué ça sur un plateau de télévision, beaucoup m'ont regardé avec un air suspicieux en se disant « tiens, c'est très étonnant ». On lui demande comment relancer le pays, il nous explique qu'il faut baisser l'imposition, alors que nous, on cherchait plus de prélèvements. Lorsque j'ai expliqué que lorsque vous abaissez l'imposition, vous générez de l'activité saine, et donc vous générez plus de prélèvements, j'ai semblé ne convaincre personne sur le plateau, et pourtant beaucoup des personnes qui étaient devant leur poste de télé, ou alors un peu plus tard sur les réseaux sociaux, donc ça c'est surprenant. Donc si vous abaissez les impôts de production, si vous abaissez les impôts réellement, les prélèvements de sociétés pour les sociétés, si vous abaissez les impôts sur les successions, il y a le Braun-Pivet qui nous dit qu'il faut augmenter les impôts sur les successions. 45% la dernière tranche d'imposition sur les successions. Un héritage à 1 million d'euros en Italie, c'est 15 000 euros de frais de succession. En France, c'est 230 ou 240 000 euros. L'administration actuelle, il y a le Braun-Pivet, l'administration, quelle qu'elle soit, Assemblée nationale, mais de LFI au Rassemblement national, puisque j'ai l'impression qu'il y a une classe politique, c'est ça le problème, qui est tout à fait d'accord et qui se désolidarise à la fois des entreprises, de la population et de ce qui permet de faire nation et de faire une nation riche, prend acte des paroles qui sont émises par Yael Braun-Pivet en disant oui, pourquoi pas, il faut l'étudier, il faut y réfléchir. Mais il n'y a personne qui arrive en disant non mais attendez, c'est pas ça, c'est l'inverse qu'il faut. Éric Zemmour, peut-être j'ai entendu, ou David Lisnard. Il faut au contraire abaisser massivement les impôts de succession, parce que des impôts de succession élevés, c'est le bras armé d'une décorrélation à la fois de l'identité, de la nation, des outils de production, et c'est l'antichambre de l'appauvrissement par la dépossession juridique. C'est-à-dire que vous avez des personnes, que ce soit justement
à Monaco, aux alentours de Monaco en France, mais sur la Côte d'Azur, au Cap Ferret, qui sont contraintes aujourd'hui de se délester de leurs biens de famille ou de leurs appareils de production pour payer, pour régler des impôts de succession. Et donc, à partir de là, vous avez forcément des nations qui s'appauvrissent. Et si vous mettez en place ces quelques mesures qui sont quand même pas si compliquées, et même avant de sortir de l'Union européenne, et même en faisant partie de l'Union européenne, vous pouvez prendre des décisions. Les Italiens le font un peu mieux, et c'est pour ça qu'ils arrivent à mettre la main sur des groupes comme Stellantis, finalement, bien plus que nous, lorsque les groupes sont reconfigurés. Regardez ce qui s'est passé avec Stellantis. Stellantis n'est plus français, c'est italien et américain. Le poids de la famille Peugeot et de l'État français dans Stellantis est inexistant. Alors que je crois que la famille Peugeot détenait 13 ou 14% encore de PSA avant qu'il y ait la fusion avec Fiat, Chrysler et que ça devienne donc multinationale franco-italo-américaine. Donc les Italiens, il y a des pays comme ça, des nations qui arrivent encore un peu à défendre leurs intérêts, qui font partie de l'Union européenne pourtant. Pourquoi nous ne le faisons pas en Europe? Qui est-ce qui manque? Qui va devoir se lever un jour à tous ces risques et périls pour dire « Allez, ça suffit, on arrête de faire couler le pays parce qu'on voit bien ce qui va se passer demain, c'est que quoi qu'il en soit, on est français, qu'on va être obligé de faire corps avec la nation et qu'on n'a pas envie, quoi qu'il advienne, de voir notre pays s'effondrer, de voir notre pays couler, qui va devoir se lever pour reprendre un petit peu le contrôle de ce pays et expliquer que les ennemis, ce ne sont pas les riches, au contraire, que les ennemis, ce ne sont pas les ambitieux et qu'il faut de l'ambition pour générer de la valeur et que je n'ai observé aucune configuration de création de valeur dans ma vie où il y avait des limites qui étaient imposées en disant qu'il fallait qu'il y ait une échelle de 1 à 10, ou de 1 à 20, ou de 1 à 100, entre le moins bien payé de la société ou le mieux payé de la société. Ce sont des configurations qui sont communistes, qui sont socialo-communistes. Et on est en train de se diriger vers une société à vitesse grand V qui est littéralement une dictature démago-communiste et personne ne semble avoir envie de le dénoncer en France, et encore moins les politiques, même LR, ce qui est quand même aberrant, qui viennent de la droite au départ, et qui ne se scandalisent pas de tous les viols de propriété privée qui se succèdent les uns après les autres et qui mettent en péril littéralement l'équilibre de la nation. Donc je dis les Italiens pas très loin d'ici, qui font partie de l'UE, arrivent à défendre malgré tout un petit peu leurs intérêts à la fois économiques et politiques et attirent donc des grandes fortunes. Combien il y a de fortunes qui viennent de l'étranger et qui s'installent en Italie, notamment par rapport aux faveurs sur l'impôt sur le revenu, plus qu'on en voit en France. Et puis on masque tout ceci avec on vit la grande période aujourd'hui comment dirais-je, des grandes études ou des barèmes. Alors on explique que la France est attractive, qu'il y a beaucoup d'investissements dans l'industrie par exemple, alors qu'en réalité, si vous observez les investissements effectifs qui ont fonctionné, je ne parle pas des usines qui ont fermé, je ne parle pas des investissements dans l'industrie pour faire des batteries qui se sont effondrées avant même de naître, qui sont mornées, comme ça a été le cas pour les usines de batteries le projet suédois qui devait être installé cette année et finalement qui a été inabouti, faute de capacité, ou pour cette société qui a été créée par Stellantis et Mercedes également et qui fournit des puces pour les 5008, pour les 3008, pour Stellantis électriques, et dont la moitié des puces partent au tri, aux déchets, dès qu'ils sont sortis d'usine, parce que la configuration est tellement mortifère à la fois sur le plan fiscal et sur le plan entrepreneurial que ces sociétés ne fonctionnent pas pendant que les équivalents fonctionnent à l'étranger, un peu ailleurs en Europe de l'Est, parfois aux Pays-Bas justement encore un peu, mais plus en France et plus en Allemagne. Donc il y a Mais tous ces investissements, lorsqu'ils arrivent, sont comptabilisés. Alors il y a le plan France 2030, et là on va vous dire au moment de France 2030, il y a eu tant d'investissements, donc la France est le pays le plus attractif dans l'industrie. Ouais. Et même, j'ai envie de vous dire, si vous comparez les États-Unis, vous observez les montants d'investissement aux États-Unis dans l'industrie, il y a 70% d'investissements aux États-Unis qui sont américains. En France, il y a 15%. Donc ça veut dire qu'en effet, la France est attractive pour des investissements étrangers qui bien souvent ne fonctionnent pas, ou sont dans d'autres parties aidés par des organismes comme BPI, qui donc injectent de l'argent public pour des projets qui fonctionnent très mal, avec des dépenses faramineuses et qui, Northvolt en est l'exemple.
Nordvolt, ça a été combien de pertes d'argent public? Ça a été 200 millions de pertes incompressibles pour BPI France, c'est-à-dire votre argent, le mien, celui de l'État, qui est parti pour Nordvolt, qui s'est effondré quelques temps plus tard. Et tout ça, ce sont des projets qui sont inaboutis et qui vont être, lorsqu'ils sont présentés dans les grands plans, Choose France, France 2030, qui vont être portés comme des étendards. La France est attractive, il y a des investissements étrangers. Je préfère la configuration américaine pour les États-Unis, dont 70% des investissements dans l'industrie sont des investissements américains. C'est-à-dire que pendant que les Américains redeviennent une grande puissance industrielle, la France ne sait plus faire d'industrie, et lorsqu'elle fait des investissements industriels ou lorsqu'elle profite d'investissements industriels venant de l'extérieur, c'est soit avec de l'argent public qui part. L'exemple que je citais est assez évocateur. Sur Nordvolt, 200 millions d'argent qui a été injecté par la BPI. Il y en a eu un peu plus, mais il y a des prêts qui sont en train d'être remboursés puisqu'ils étaient garantis et que la BPI fait partie, on va dire, des prêteurs les plus pris au sérieux, mais il y a quand même 200 millions incompressibles qui ne seront jamais revus par l'État français et qui sont partis, qui sont à fond perdu. C'est un appauvrissement massif du pays auquel on est en train d'assister et une désindustrialisation massive qui va vider un pays comme la France qui devrait être un grand pays industriel dans différentes catégories d'industrie, notamment dans les data centers. Alors, il y a ce qui s'est produit cet été également sur cette filiale d'EDF dans le minage de Bitcoin, dont la vente a été validée. On ne sait jamais vraiment par qui finalement, mais en tout cas les ventes, les cessions sont validées pour des sommes dérisoires. C'était 18 ou 20 millions si mes souvenirs sont bons. C'était un fonds US d'ailleurs qui avait pris part, mais en total désintérêt on va dire, du bon sens, de l'utilité que ça pouvait avoir pour la nation, donc de la souveraineté du pays. Donc pour récapituler, là où je suis de plus en plus agacé et inquiet, si vous voulez, pour mon pays, qui est la France, et je resterai français jusqu'à la fin de ma vie, et j'aime passionnément la France, c'est que, effectivement, la seule solution pour être entrepreneur va être, finalement, plus tard, de faire partie du 28e État européen, et de collaborer davantage à un système dénationalisé, parce que vous ne pouvez pas faire nation en étant le dernier résistant, capitaliste et nationaliste. C'est pas possible. Donc il faut rendre son passeport, impôt sur la nationalité, ça sous-entend que demain, les personnes qui diront « non, moi je ne pourrais pas fonctionner en étant imposé de la sorte et mes business sont ailleurs », devront arriver en disant « effectivement, j'ai écrit à Bercy en disant « je ne suis plus imposé en France, mais au-delà de ça, je rends mon passeport et je suis désormais citoyen de tel pays, mais je ne veux plus ma nationalité française ». Mais dans quel pays vit-on? Dans quel monde on vit pour que les Français soient poussés à de pareilles extrémités et qu'on vide le pays de sa substance pour des finalités? Je pense souvent à Pavel Durov qui disait « l'édile politique français a fait du pays un paradis socialiste pour immigrés d'Afrique du Nord ». Alors, une fois de plus, il n'y a rien, ce n'est pas la question contre les immigrés ou contre le socialisme, quoique, mais on est en train de faire un pays qui n'a plus qu'une seule vitesse, qui est un pays qui est littéralement bloqué